Merci de m'accueillir, mais vous m'accueillez chez moi, devant un ordinateur, parce que c'est assez particulier. Mais je suis ravi. Peut-être, non, d'abord, quelques éléments. Qu'est-ce qui me frappe en fait dans la période avant même de parler des entreprises, trois éléments économiques ou économiques, politiques, et puis un élément spirituel. Trois éléments économiques. Bon, il paraît clair que nous vivons la première crise qui est à la fois authentiquement mondiale, vraiment l'ensemble de la planète, c'est pas arrivé, et qui est très multidimensionnelle, sanitaire, politique, économique, sociale demain, qui est à la fois individuelle, la relation que chacun d'entre nous et nos sociétés ont avec la vie et la mort, et on voit que tous nos destins sont solidaires. Et c'est assez paradoxal que cette crise-là arrive à un moment où les leaders mondiaux, enfin ceux qu'on voit le plus en tout cas, Johnson, Trump, Bolsonaro, sont des individualistes, nationalistes, anti-multilatéralistes, etc. Et donc il y a quelque chose qui est assez frappant. Deuxième remarque, c'est vrai que depuis 20 ans, cette crise se rajoute pour le monde occidental à un climat un peu lourd. On n'a pas eu énormément de choses très positives au niveau global depuis 20 ans. On a eu d'abord 2001, les attentats, le 11 septembre, c'était géopolitique, puis on a eu la crise de 2008, c'était financier, puis la crise européenne, spécifique à l'Europe, toujours économique, 2010-2012, on a eu au Fukushima, crise énergétique, et puis le terrorisme Daesh 2015. Une vingtaine d'années qui est un peu lourde, qui ont pris le contre-pied peut-être de la décennie précédente, qui n'est pas forcément plus facile, mais il y avait plus, me semble-t-il, d'éléments enthousiasmants qui portaient les uns et les autres, que ce soit premier homme sur la Lune, ça remontait il y a très longtemps, la chute du mur de Berlin, la période de croissance un peu exceptionnelle qu'on avait eue en 97-2000, et donc les 20 dernières années, pour le monde occidental, sont des années difficiles. Et on voit bien que ces 20 dernières années ont déplacé le curseur vers les pays émergents. Et je pense que cette crise, et c'est ma troisième remarque, cette crise marque vraiment la fin de la supériorité occidentale. Il y a une formule qui est celle qui est un petit peu ancienne, de Dominique Strauss-Kahn, qui avait dit, au fond, ce qui est en train de se passer, c'est que la parenthèse de 200 ans au cours de laquelle le monde occidental, numériquement petit, géographiquement petit, dominait le monde, cette parenthèse-là se termine. Et c'est peut-être, cette pandémie montre ceci aussi. Le monde occidental a manifestement plus de difficultés à résoudre cette crise sanitaire que d'autres, pour des tas de raisons, parce que nous sommes attachés à la liberté individuelle, bien sûr, mais parce que nos systèmes sont plus individualistes que donnant la priorité au groupe. Un autre point encore, il y a quelque chose d'étonnant. Alors c'est à la limite il y a quelque chose nous sommes des sociétés hyper technologiques. Au mois de janvier-février, on parlait quoi? La 5G, l'intelligence artificielle, et certains d'entre vous sans doute travaillent dans ces secteurs-là, et c'est évidemment très important. Et sur quoi nous vivons depuis 2 mois, c'est un confinement, c'est des méthodes moyenâgeuses. C'est un confinement, c'est des blouses, c'est des masques, c'est des choses comme ça. Et donc il y a une sorte de paradoxe qui pour nous est, je crois, assez frappant. Élément peut-être plus spirituel. Alors, Marie-Noël, vous l'avez sans doute et apparemment bien souvent abordé ces dernières semaines, mais la grande question, c'est, au fond, où est la grâce dans cette affaire-là? Qui fait grâce? Qui reçoit la grâce? C'est vrai qu'en première instance, on peut se dire que ce sont les jeunes qui se dévouent pour les plus âgés, en restant confinés, pour préserver leur vie. Et si on réfléchit un peu, et tu as mentionné, parce que chacun d'entre nous, ou la plupart d'entre nous, ont vécu d'assez inouï, d'assez extraordinaire, de vivre à la fois une vie professionnelle, mais chez soi, de redécouvrir des liens, de découvrir, on a tous vu ces magnifiques vidéos de chanteurs, ces initiatives, bon, vous
savez à quoi on peut penser, ces messes à distance, et on se dit peut-être, au fond, ce ne sont pas les jeunes qui ont fait un cadeau aux plus âgés, mais l'inverse est un peu vrai aussi. C'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens. Voilà. Et je pense qu'on reçoit des choses. Je pense maintenant qu'il faut que ça se termine, réellement, pour les raisons économiques dont on peut parler. Mais je pense qu'on a reçu un certain nombre de choses. Voilà, c'était un point d'introduction. Alors peut-être que maintenant, si on évoque l'arbitrage économie-santé. Bon, ce qui est frappant dans cette affaire-là, c'est quand même que on accuse le monde, l'économie occidentale, d'être néolibérale, ultralibérale, tout ce qu'on veut, libérale de manière générale. On voit bien que l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga, n'est pas le tout. L'économie mondiale a été mise à l'arrêt pour des raisons sanitaires. C'est un démenti extraordinaire à l'idée selon laquelle l'économie dominerait absolument tout. Ça me paraît quand même important. Alors, il y a une question qui est évidemment très difficile, c'est, et elle a été répétée ce matin par Alain Minc, qui était l'invité de France Inter, est-ce que le remède a été pire que le mal? Est-ce que ça valait le coup de tout arrêter? Et on voit un certain nombre de papiers, on a vu, on a entendu, on a lu des papiers sur le thème. Au fond, je vais résumer brutalement, ce sont des personnes âgées, malades, qui sont sauvées. Est-ce que ça valait le coup? Et on a entendu des voix qui disaient pas du tout. Je suis assez scandalisé par cette affaire-là, par ce raisonnement-là, parce que je trouve qu'il y a un élément de solidarité assez extraordinaire, non pas uniquement, contrairement à ce qu'on pense, avec des gens de plus de 95 ans, mais avec des gens qui sont dans les tranches d'âge beaucoup plus basses. C'est vrai qu'en apparence, je vais essayer de faire une manœuvre qui est de mettre un graphique, alors je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Marie-Noël, est-ce que tu pourras me dire que j'arrive à le partager, mon bureau, comment? Alors, en bas. Là, vous ne voyez rien? Non. Oui, bon, en bas à gauche. En bas à gauche. Il n'y a plus rien qui se montre. Partagez votre écran. Ben non, le bouton de partager l'écran a disparu. Bon. Eh ben, écoutez. Est-ce que vous voulez me l'envoyer par mail? Non, ça va être un peu compliqué, je pense. D'accord. On va pas trop de temps. Là, vous voyez rien, hein? Non. Il faut descendre pour avoir la barre. Oui, apparemment, Dominique n'a pas le... Ben oui, non, mais je ne vois pas la barre. Bon. Tant pis. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai, quand on regarde les données brutales, cette affaire-là, le nombre de décès chez les moins de 50 ans, et c'est curieux que le chiffre ne soit jamais donné, il y a 200, depuis le début, en France, 287 décès chez les moins de 50 ans. De 0 à 50 ans. Donc évidemment, c'est très très peu. De 50 à 60 ans, c'est 700. Donc là encore, c'est très peu. Et on est à 18 000 sur les plus de 80 ans. Donc on voit bien que c'est un geste de solidarité pour éviter qu'il y ait encore plus de décès dans les catégories les plus âgées. Mais le point qui me semble important dans cette affaire-là, c'est au fond, la société française a décidé, et dans le monde aussi, a décidé que la tranche d'âge, disons de 65 à 75 ans, était une tranche d'âge qui méritait de vivre complètement normalement et qui ne devait pas partir prématurément pour un virus inconnu. Je suis certain qu'il y a 20 ans, le même choix n'aurait pas été fait. Et je pense que ça, c'est un progrès. Après, la question, c'est évidemment de savoir quels seront de l'autre côté les morts économiques, les dégâts économiques, et ce geste incroyable de confinement qui a été fait pendant dans l'ensemble du monde pendant 2 mois, pendant 8 semaines, doit trouver une fin. Il est curieux que alors que ce soit le gouvernement français ou d'autres gouvernements, n'aient pas mis plus en avant les bénéfices, le nombre de vies qui ont été sauvées. Alors c'est très compliqué, mais on estime en gros qu'il y a en France 100 000 vies qui ont été sauvées par ce confinement. Le minimum, selon l'étude de Pasteur, c'est 40 000. Selon l'étude
la haute école des Drennes, c'est 60 000, mais ça doit tourner. Mais les lits de réanimation auraient été de toute façon submergés, donc ça doit tourner autour de 200 000. Point évidemment essentiel aussi, la difficulté à gouverner dans cette période-là est extrême. Et c'est pour ça que je pense que les éditorialistes, les commentateurs, nous sommes 67 millions maintenant d'épidémiologistes, de spécialistes de tous les traitements. Nous savons exactement qui il faudrait déconfiner, pas déconfiner. Je pense que, évidemment, de la part d'un journaliste, c'est pas le plus facile, parce que les journalistes n'ont pas forcément d'une humilité totale. Mais on devrait tous faire preuve d'humilité. En économie, avant de répondre à quelques questions plus précises, Marie-Noël, l'économie a traversé, je crois, plusieurs phases. La première, il y a eu une phase de sidération qui a duré 15 jours, et au cours de laquelle les chefs d'entreprise que vous êtes, et que je voyais, disaient bon, ça ne va pas durer, ça va durer 15 jours, ce sera un moment difficile, mais voilà, on s'en remettra, et c'est le moment où on parlait de reprise en V, en se disant ça repartira. Et puis, à partir du 1er avril, enfin du 5 avril, tout le monde a commencé à être vraiment inquiet, et toute la pression sur les pouvoirs publics notamment est montée jour après jour, et notamment des grands groupes auprès de l'Élysée et de Matignon pour dire bon, maintenant il faut que ça s'arrête, et donc on a commencé à voir beaucoup de choses sur le pouvoir médical qui a pris la main face au pouvoir économique, et il y a maintenant la réalité. Tout le monde a compris que c'est quelque chose qui va durer sur le plan économique, et il n'est pas question de reprise en V. Au mieux ce sera septembre pour qu'on commence à revenir à la normale. Certains secteurs ne reviendront pas tout de suite à la normale, et on va en parler, mais on parle maintenant d'un horizon pour retrouver le niveau de PIB de la fin 2019, un horizon de 2022-2023. Donc évidemment, on est dans un moment très particulier, qui est particulier aussi, et je conclue là-dessus, parce que l'État a tout pris à son compte, et il n'a pas répété les erreurs de 2008, et ça, c'était une bonne nouvelle. On peut parler des questions de dette après, mais en 2008, la France, par exemple, n'avait pas fait le chômage partiel. L'Allemagne avait fait le chômage partiel, mais seulement pour 1,5 million de personnes en Allemagne, en 2008-2009. La France avait fait, je ne sais plus, 400 000, quelque chose comme ça, enfin pas beaucoup. Là, on est passé sur complètement autre chose, et l'État a décidé de prendre la charge de cette crise, en tout cas le début, de manière assez magistrale, avec un atout extraordinaire qui n'était pas là en 2008, c'est que les taux d'intérêt sont à zéro. Évidemment, ça change. C'est la grande chance dans ce moment-là. Marie-Noël. Marie-Noël. Oui. Simplement, oui. Pour ceux qui ont les micros, pas vous Dominique, mais ceux qui ont le micro ouvert, n'hésitez pas à le fermer quand Dominique parle. Ça nous évite notamment d'entendre les cliquetis pour les gens qui prennent des notes. Voilà. Merci. Marie-Noël, c'est à toi. Ou qui font des jeux vidéo. Voilà, ou qui font des jeux vidéo. Marie-Noël. Marie-Noël, tu avais des questions complémentaires, je crois. Marie-Noël, tu nous entends ? Marie-Noël a disparu. Non, je la vois bien, mais j'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. Je vais l'appeler. Ouais, je pense qu'elle ne nous a pas entendus. Alors, un point que je voulais qu'on évoque, Marie-Noël, c'était sectoriellement, comment est-ce que je vois les choses. Là, c'est vous, les acteurs économiques, ce sont vous, donc c'est vous qui, évidemment, savez plus ce qu'on voit. Air France est aidée, mais Air France est bloquée pour des raisons évidentes. La SNCF perd de l'argent quand même, 2-3 milliards, c'est quand même beaucoup. Mais ce sont les petites entreprises. Si on risque 40% de faillite dans l'hôtellerie et la restauration, naturellement, c'est très complexe. Pour revenir à la question concrète du retour au travail, nous avons observé un clivage entre cadres en télétravail et travailleurs terrain dans les usines. Ceux-ci ont dû continuer à produire, exposés au risque, avec une reconnaissance pécuniaire en décalage. D'autres encore se sont vus arrêtés totalement et confinés dans les logements exigus, avec souvent la charge d'enfants et des problèmes financiers ou psychologiques lourds, femmes seules avec enfants, violences conjugales par exemple. Certains ont perdu leur travail et se trouvent durablement au chômage. La peur s'est installée chez beaucoup de gens.
des DRH identifient une source de nouveaux conflits sociaux en gestation avec un sentiment anti-élite préalable à cette crise, qui prévalait avant cette crise. Des préavis de grève ont été lancés, à peine sortis du confinement, avec comme motif la protection des salariés. Donc la question, c'est est-ce que la situation peut rebattre les cartes sur la relation dans le travail, en particulier avec les institutions représentatives du personnel? Bon, ce qu'on voit, il y a deux comportements chez les syndicats. La CGT, manifestement, a décidé de jouer la continuité de la réforme des retraites, c'est-à-dire de se mettre en dehors du champ de la reprise économique et de jouer la carte. Le prétexte est la protection sanitaire, mais de la contestation radicale en bas. Ce qui est intéressant, c'est le communiqué qui a été publié la semaine dernière. Allô? Oui. Marie-Noël, en fait, on t'entend parler. Désolée. Ce qui est frappant, c'est la façon dont le MEDEF et la CFDT ont publié avec la CFTC, et c'est très rare, la veille du 1er mai, un appel à reprendre le travail dans des conditions sanitaires garanties, à reprendre le travail. Je ne sais pas ce que vous constatez dans les entreprises, mais nous, on a quand même l'impression qu'il y a des demandes légitimes de protection, évidemment, d'environnement sanitaire protégé. On a le sentiment quand même que ça pousse, ça va un peu loin dans cette direction, non pas dans la protection sanitaire, mais dans les préalables, dans le principe de précaution et dans l'absence de confiance. Une partie de l'économie vit encore, je crois, des acteurs vivent un peu, me semble-t-il, en apesanteur, ne se rendent pas compte, et du côté des syndicats, ça me semble être le cas, ne se rendent pas compte que le choc va être très violent, profond. On est dans la pesanteur du chômage partiel, du PG, du prêt garanti par l'État. On est dans un système, on est sous morphine, sous respirateur, enfin, on peut imaginer toutes les images de mauvais goût qu'on peut avoir en ce moment, mais le réveil va être assez brutal. Et donc, je pense que les syndicats devraient comprendre qu'il faut se mettre autour de la table. Mais les chefs d'entreprise doivent aussi se mettre autour de la table. À mon avis, qui se pose, c'est y a-t-il une coupure entre les cols blancs et les cols bleus? Et la réponse est oui. Il y a une coupure entre ceux qui ont été en première ligne dans la tranchée pendant ce confinement, avec les risques importants au moment où le pic de l'épidémie est là. Et là, il est clair qu'il faudra une reconnaissance et que ça peut rebattre les cartes demain sur le lien entre rémunération et utilité sociale. C'est une question ancienne et il est probable que depuis un certain nombre d'années, il y a eu peut-être une déconnexion entre l'utilité sociale et l'utilité économique. Je pense qu'il y a une question de la première ligne, effectivement, pendant cette crise, et de la seconde ligne. Et je reconnais que, par exemple, les journalistes étaient en seconde ligne, clairement, en télétravail. Je suis chez moi et je me suis assez peu déplacé. Je suis allé dans les studios de télévision au début et j'ai arrêté. Donc ça, c'est la seconde ligne. Le risque d'une vraie lutte des classes entre une sorte de ressentiment qui vient au moment de la reprise du travail, c'est un risque qui me semble très réel. Et il va falloir, dans chaque entreprise, y réfléchir pour, quand il y a du télétravail qui reste, par exemple pour l'encadrement, la maîtrise, voilà, l'encadrement, attention à ce que les équipes de production ne soient pas, elles, à risque sur le terrain. Et donc, il y a forcément quelque chose à travailler là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans le monde du travail? Je pense que sur cette partie-là, je vais finir très vite. Sur le télétravail, évidemment, c'était un mouvement qui était en route et qui avait accéléré beaucoup depuis un an, avec des accords qui étaient signés à peu près partout, surtout dans les grands groupes, mais peut-être dans d'autres groupes. On a fait un grand pas en avant pendant cette crise, on ne fera pas un grand pas en arrière. Il n'a pas que des avantages quand même, hein. Tout ce qui est ce qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire le fait de discuter à la machine à café dans des réunions, on apprend quand même beaucoup. Mais le télétravail peut être aussi une solution pour désengorger les centres-villes,
et notamment pour les plus jeunes, mes enfants qui ont du mal à se loger à Paris évidemment, avec des enfants, et peut-être que ça peut être une solution aussi. Et je vois que dans beaucoup de start-up ou autres d'entreprises très récentes, on propose assez systématiquement, depuis un certain temps, avant même le coronavirus, 2-3 jours de télétravail par jour, y compris pour des cadres, des ingénieurs de recherche, etc. Donc ça, c'est un changement. Mais, et je finis là-dessus, un changement, beaucoup de chefs d'entreprise, notamment à la Défense, sont en train de se dire qu'ils ont des immeubles et des tours qui sont peut-être pas très utiles. Et donc, on va avoir sans doute des immeubles de bureaux qui vont se libérer. Alors, attention au mouvement dans le feu de l'action, hein, mais je crois que des choses vont se passer. Et, autre conséquence du télétravail, j'ai beaucoup entendu ces dernières semaines des chefs d'entreprise qui me disaient, tiens, je m'aperçois que dans mon entourage direct, il y a des gens que je croisais beaucoup dans les couloirs, mais quand je les croise plus dans les couloirs, est-ce qu'ils me sont véritablement utiles? Est-ce qu'ils sont utiles à l'entreprise? J'ai un petit doute et il va falloir regarder d'un peu plus près là, les organisations, les technostructures. Un patron du CAC 40 me disait avant-hier, j'ai découvert que dans tous les calls que je fais depuis 15 jours, tout mon comex est là, mais il y a un certain nombre de gens, je ne les vois pas, je ne les entends pas, je ne vois pas très bien comme ça. Bon, voilà, c'était dit avec un petit sourire, mais un sourire dont je sentais qu'il n'était pas qu'un sourire. Voilà. Est-ce qu'on prend une question maintenant ou on passe à une autre? Oui, Dominique. Donc, la question pour rester dans le domaine de l'entreprise, avant de revenir après sur le domaine de l'État et de la relation et de l'importance du poids que l'État aura, qui est notre deuxième partie. Dans la question de l'entreprise, il y avait une question sur le fait de la perception. Tu as parlé des syndicats qui avaient eu du mal dans la perception de la difficulté qui va en arriver, mais on a aussi des collaborateurs qui ont eu du mal à différencier chômage partiel et vacances et se dire finalement on peut continuer comme ça, et qui ont du mal à prendre conscience qu'on a vécu à crédit pendant 2 mois. Alors je vais être très clair là-dessus. Je pense que le gouvernement a bien globalement géré, mais qu'il a été beaucoup trop généreux sur le chômage partiel. C'est-à-dire que un chômage partiel à 94%, que beaucoup d'entreprises par accord ont complété à 100%, ça a mis un certain nombre de salariés dans une position psychologique un peu compliquée. Alors, on pourrait dire, si j'étais du côté des syndicats, je dirais parce que j'en connais aussi, des entreprises qui ont mis des salariés en chômage partiel, mais qui leur ont demandé de travailler à 100% ou à 80% pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est quand même le système a été un peu généreux. Le gouvernement se vante d'avoir fait le système le plus généreux d'Europe. Je pense que c'est un tort. Et la deuxième question qui vient, c'est par rapport au regard de la santé des collaborateurs. Est-ce que tu penses que ça va s'accentuer, ou les échos que tu as eus avec des entrepreneurs dirigeants, est-ce que tu penses que les gens vont faire plus attention à la santé, que la santé, même au sein de l'entreprise, va prendre un peu de prévalence par rapport à l'économie de l'entreprise? En tout cas, dans la période de reprise, ça ne fait aucun doute. Vous avez vu Veolia qui teste tout le monde, qui veut tester tout le monde, même si le gouvernement ne l'autorise pas. Je pense que dans le moment de reprise, oui. Je ne pense pas que ça durera très longtemps. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas, soit de la part des pouvoirs publics, soit de la part des entreprises, l'idée de dire, ces jours-ci, les gens fragiles et de plus de 65 ans ou 62 ans, pardon, ne reprennent pas, ou restent prioritairement en télétravail. Peut-être que ça se dit dans vos entreprises, dans des accords, mais en tout cas, au niveau collectif, je n'ai pas entendu ce genre de choses. Je suis un peu surpris de ça, puisqu'on sait que le risque est chez les gens de plus de 60 ans. Je fais d'ailleurs une parenthèse que je voulais vous montrer sur un slide tout à l'heure, c'est que il y a le sujet des décès du risque vital qui concerne les plus de 80 ans pour l'essentiel, mais il y a le risque de santé qui est 100 000 personnes, bientôt 100 000 à la fin de la semaine, 100 000 personnes françaises seront passées ou sont encore hospitalisées pour Covid. Et en réanimation, vous avez vu le chiffre, mais je vous le redonne, en réanimation, l'âge moyen est de 59,6 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens jeunes qui rentrent à l'hôpital, qui peuvent être en réanimation pour Covid, qui ne meurent pas, fort heureusement,
Mais c'est pour ça d'ailleurs que l'objectif de la politique publique est d'étaler la courbe des hospitalisations. Voilà. Pour que chacun ait accès à un service de réanimation. Mais on connaît un certain nombre d'entre nous, des gens touchés par cette maladie. C'est pour ça que c'est pas du tout à prendre à la légère, et il n'est pas question, à mon avis, de se dire on repart comme en 40 et cette affaire est derrière nous, ou de dire tout ça n'était qu'une répète, et dans la balance, dans l'arbitrage, on est allé trop loin dans le sanitaire. Dernière question par rapport à l'entreprise. On voit dans le cas des maires une réticence par rapport à leur responsabilité pénale, bien évidemment, au-delà du fait de vouloir protéger des vies. Même situation dans certaines entreprises. Est-ce que tu vois une évolution ou au contraire une prise de conscience de certaines personnes qui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient une responsabilité pénale? Une évolution qui va alléger le système. Sinon, ça va tout bloquer. Je crois que Carrefour reçoit ces jours-ci une plainte au pénal, portée devant le tribunal chaque jour, tous les jours, par des syndicats pour mise en danger des caissiers, caissières, etc. Donc je pense qu'on va avoir un encombrement des tribunaux. La responsabilité pénale va être engagée. Juridiquement, c'est une obligation de moyens, réellement permanente. Et je vois que les maires se sont voté quelque chose au Sénat, ont voté quelque chose au Sénat avant-hier. Du côté des entreprises, je crois que c'est un très gros souci. Mais c'est pas le seul souci économique. Juste un mot, j'ai fait noter ça dans un coin et mon œil retombe dessus. Vous allez avoir tous, et vous le savez bien, une baisse de la productivité. Est-ce que c'est 15-20% avec toutes les mesures de protection sanitaire? Et donc une baisse de la productivité, évidemment, c'est plus compliqué. Il va falloir se poser, je pense. Alors pour l'instant, le débat est totalement tabou, mais la question de l'augmentation du temps de travail. Alors ce matin, dans les Échos, nous avons sorti une note de l'Institut Montaigne qui fait un certain nombre de propositions, notamment de supprimer le jeudi de l'Ascension, quelques jours de congé cet été, de reprise de RTT, mais pour que l'économie redémarre, il va falloir ouvrir un certain nombre de débats qui ne sont pas si simples que ça. Probablement pas les prendre de face sur les 35 heures, parce que là, dans ce cas-là, c'est perdu, c'est sûr, mais trouver des biais pour temporairement que les choses se remettent en route. Et dans des conditions financières acceptables, bien sûr, mais vous ne pouvez pas garder les majorations si vous voulez faire redémarrer vos entreprises. Bon, merci Dominique, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que Marie-Noël peut reprendre la main ou est-ce que je continue? Est-ce que Marie-Noël nous voit? Est-ce que Marie-Noël nous voit? Apparemment, ouais. Marie-Noël n'est pas entendue. Ouais, elle ne nous voit pas. Donc, je vais continuer la deuxième partie. Donc, le deuxième arbitrage est celui de la position de l'État entre relance économique et fonctionnement social de la société. Ouais. Donc, en temps de crise, l'État se trouve renforcé. On attend de lui qu'il fasse les bons choix. L'épidémie nous a rapprochés des migrants. Elle nous a fait réaliser qu'ils font partie intégrante de notre société comme êtres humains soignés au même titre que les autres. Comment l'État pourrait-il articuler les dépenses en faveur de l'investissement pour relancer l'économie versus celle nécessaire au fonctionnement de la société? Le fonctionnement de la société, c'est les différents régimes d'indemnisation du chômage, retraite, santé, etc. Bon, je vais être plus bref que sur la première partie parce qu'il faut vraiment laisser du temps à l'échange et c'est vous qui avez évidemment plus de choses à dire. J'ai quand même, alors d'abord, un regard d'ensemble sur la façon dont l'État a fonctionné. On a senti plusieurs choses dans l'État. D'abord, une sorte, de jubilation à reprendre la main dans un état de crise, évidemment, de stress global et des arbitrages difficiles à faire en politique. Mais on a senti quand même chez les ministres, par exemple les ministres économiques, ils sont à leur aise quand il s'agit que l'État devienne vraiment le pilote. Alors, c'est l'État gaulien, voilà, gaulliste, gaulien, si on veut. Bon, à leur aise. Globalement, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait le job. Je le disais tout à l'heure, ils ont été rapides.
Ils ont mis des moyens assez considérables. Évidemment, on regrette beaucoup que la France se soit comportée en cigale pendant des années et des années et des années, et que au moment où on a besoin d'argent, et c'est totalement normal en période de crise, ce soit peu compliqué. Apparemment, il n'y a pas de souci sur le marché financier pour l'instant. Je ne rêve pas que ça ne durera pas, mais en tout cas, il fallait agir vite et les bonnes mesures ont été prises. Chômage partiel sous le modulo que j'ai évoqué tout à l'heure, et le prêt garanti pour l'État. Vous pourriez sans doute témoigner personnellement. Il me semble que dans la plupart des cas, ça s'est bien passé, le PGE. Le vrai trou noir, naturellement, c'est pour les indépendants, les artisans, les commerçants. Là, une aide de 1 500 € plus le loyer, plus une aide majorée, mais ça ne remplacera pas des dizaines de milliers de chiffres d'affaires perdus sur 1, 2 ou 3 mois. Et donc là, je l'évoquais tout à l'heure, il y aura beaucoup de faillites. Donc, l'État arbitre, État pilote, État patron a plutôt bien joué le jeu. Et je mentionne notamment la BPI. Il me semble que la BPI a fait vraiment la preuve de son utilité. On a été vraiment tous les guichets ont été ouverts. C'est la banque française habituelle. Donc, manifestement, là, tout le monde a su faire. Demain, est-ce qu'il va avoir, alors il y aura sans aucun doute une sorte de plan de relance. Le gouvernement évolue pas mal ces jours-ci. L'idée avait été au début de faire un plan de relance général avant l'été, c'est-à-dire au mois de juin. Alors, investissement routier, écologie, etc. Les économistes ont plutôt dit à Bercy, non, c'est trop tôt, il vaut mieux se concentrer sur soutenir les secteurs particulièrement en difficulté, et on fera le bilan pour les autres au mois de septembre, parce qu'on ne peut pas exclure quand même que les choses se passent bien, qu'on trouve un traitement, qu'il n'y ait pas de seconde vague immédiate, etc. Et donc on n'a pas besoin de dépenser trop d'argent, donc on fera le conséquence. Le gouvernement est un peu à nouveau de revenir en arrière, de se dire il va falloir peut-être agir dès le mois de juin. Bon. En tout cas, des mesures automobiles pour l'automobile sont prévues, je pense, dès cet été, dès 15 juin, notamment avec un renforcement de la prime à l'achat d'un véhicule plus propre, et puis des dispositions spécifiques pour l'artisanat et les commerçants. Après, est-ce que l'État sera suffisamment agile pour garder un petit peu de réserve pour des dépenses d'investissement? On sait que la France est dans ce cul-de-sac depuis des années. Elle a des dépenses de fonctionnement tellement élevées qu'il ne reste plus rien pour l'investissement. Il ne reste, et donc on risque à nouveau de se retrouver là pour financer quand même les retraites, l'assurance maladie, etc., que les dépenses d'investissement, il ne reste plus grand-chose. Est-ce que autre chose peut être évitée? L'idée, manifestement, c'est que l'investissement se passe au niveau européen. C'est tout l'enjeu de la discussion avec l'Allemagne. Voilà. Discussion avec l'Allemagne qui est compliquée. Vous avez dû voir hier la décision de la Cour suprême allemande qui met une quille dans le jeu de la Banque centrale européenne et donc va lui rendre la tâche plus complexe. Mais on sent bien que la tentation habituelle va être de financer les dépenses courantes et les dépenses sociales et assez peu les dépenses d'investissement. Alors que la priorité devrait être, à mon avis, humble avis, la priorité devrait être d'aider les entreprises. On n'a pas un problème de demande aujourd'hui, on a un problème d'offre. On n'a pas des Français qui ne peuvent pas acheter de voiture, on a des Français, on a une entreprise, on a 2 entreprises et des tas de sous-traitants, on a un secteur automobile qui se retrouve avec un mois de vente en moins, voire 2 mois de vente en moins. Donc c'est un problème d'entreprise, mais ça va être très compliqué de faire comprendre à l'opinion qui est restée enfermée pendant 8 semaines que c'est un problème d'entreprise. Et donc, en gros, il faut espérer qu'Emmanuel Macron ne soit pas trop démagogique sur cette affaire-là. Dominique, toujours pour rester dans le rapport État,
tu as mentionné la BPI et dans les questions qui arrivent là dans la conversation, et j'en profite pour dire que les personnes n'hésitent pas à continuer à en mettre, les personnes se posent la question de savoir si l'efficacité pour ce qui est nécessaire se ferait pas mieux au niveau des régions, et d'une certaine manière, est-ce que la tendance à la décentralisation peut naître de cette crise, un peu comme nous le montre la reprise au niveau école qui se fait au niveau des départements, ou la fameuse carte avec les départements? On bascule d'une vague à l'autre. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la recentralisation avait une raison simple, c'est que les dépenses des collectivités locales ont explosé. Notamment les effectifs des collectivités locales ont explosé. Donc l'État a repris la main. Là, c'est vrai que dans cette crise, on est un peu surpris que ce soit l'État à Paris qui décide que les plages doivent être ouvertes et fermées dans l'infantilisation totale. Et c'est vrai aussi qu'on voit bien que les lenders allemands sont plus proches du terrain pour savoir à quel moment, en fonction du niveau de l'épidémie locale, les écoles peuvent reprendre, les entreprises et les restaurants peuvent reprendre. Quand on regarde les données précises de mortalité notamment, le virus n'est pas passé, quasiment pas. Et donc on a arrêté l'ouest de la France, probablement trop, enfin même certainement trop, par rapport à la région, à l'Île-de-France et au Grand Est. Donc oui, on a besoin de plus de régionalisation, mais avec un bémol quand même, est-ce que c'est plus de régionalisation peut-être dans la capacité à prendre des décisions, dans la capacité à gérer et à se montrer raisonnable sur les fonds publics, j'ai un peu plus de doute, parce qu'il n'y a pas de contrôle réel au moment des élections régionales sur ces questions économiques. C'est la grande différence avec l'Allemagne. Et vous savez, ça m'amène à un point. En fait, cette crise est un vrai tamis, parce qu'elle va permettre, et là je m'inspire un peu d'un texte que nous avions publié de Bernard Sananès, qui était le patron d'un institut de sondage qui s'appelle ELAB, quelqu'un qu'on voit beaucoup à la télévision, etc., et qui nous avait donné un texte aux Échos il y a quelques semaines, que j'avais trouvé très pertinent, et je reprends l'idée. Il avait dit, dans cette crise, on va vraiment voir qui a été là et qui a manqué. Et je pense que c'est parce que vous évoquez les régions. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous savez qui dans cette crise, chez vos donneurs d'ordre, vos sous-traitants, vos collaborateurs, vos banquiers, dans vos familles, vos amis, qui a été présent, qui a fait le bon job, qui vous a aidé, qui, au contraire, eh bien, et répondait pas au téléphone quand vous aviez besoin d'une ligne de trésorerie pour passer le début avril, qui a eu les bonnes idées, qui sont les collaborateurs qui sont démenés pour faire le télétravail, le service informatique a réussi en 24 heures à installer tous vos collaborateurs en télétravail alors que c'était sans doute compliqué. Et ceux qui ont été absents. Et je pense que ce type de crise, c'est pas comme une guerre, mais ce type de crise permet vraiment, et ça renvoie aussi à une relation interdépendante, enfin humaine, qui était là, qui a manqué. Je pense que c'est quelque chose qui va durer, parce que nos liens auront pu changer avec un certain nombre de personnes. C'est un capital qui est assez précieux. C'est un capital en qui ai-je confiance, en qui ai-je pas confiance, mais en qui ai-je confiance. C'est un capital qui ne part pas, que la crise n'a pas emporté. Et est-ce que tu vois justement dans ce tamis un nettoyage au niveau de certaines administrations dont on ne voit pas du tout leur efficacité dans une crise pareille? Honnêtement, je pense que les services, certains services de l'État, et notamment ceux de l'économie ou du travail, ont fait le job. Alors on peut trouver l'inspecteur du travail, le direct, qui n'a pas été à la hauteur sans doute, mais ils ont été rapides. Je suis assez surpris, allez, on est entre nous, je vais dire les choses, je suis assez surpris que le chômage partiel n'existe pas pour la fonction publique, parce qu'il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui étaient chez eux sans travailler parce que ils connaissent pas Teams, ils connaissent pas Jitsi, ils connaissent où ça fonctionne pas, ils connaissent pas Zoom, et donc ils étaient plutôt en vacances. Voilà.
Bon, ça c'est un tout petit peu démago, mais j'assume, je prends. Il me semble qu'il y a un certain nombre de... Je pense pas aux enseignants qui ont fait le job, d'ailleurs la plupart du temps, apparemment magnifiquement, sinon je pense que je vois. Mais il y a probablement... Alors est-ce qu'il y a des administrations qui en trop? Non, ce serait trop démagogique de donner des bons points et des mauvais points là. Franchement, non, pas. Et la dernière question liée à l'entreprise, c'est quelle contrepartie l'État serait-il en droit de demander alors que c'est lui qui a créé le chaos pour l'économie, mais pour des raisons sanitaires, comme on le sait. Donc, quelle contrepartie est-il en droit de demander aux entreprises qui ont été soutenues? Chômage partiel, PGE, report d'échéance, annulation de charges sociales. D'abord, je suis pas d'accord. Hein, c'est pas l'État qui a mis le chaos. L'État a empêché le chaos sanitaire. Et il a mis un couvercle, il a mis un bouclier quand même. Je pense que si on avait eu 100 000 morts de plus, c'est-à-dire 150 000 au total en 2 mois, on aurait trouvé ça assez sommaire. Donc il n'a pas mis le chaos. Là, je pense qu'il a fait son job. Il le fait malheureusement en temps de paix, il le fait pas beaucoup, insuffisamment, mais là, dans cette période-là, il l'a plutôt fait. Alors, il lui-même a mis des contreparties, hein, puisqu'il a, pour les entreprises aidées, il a demandé une baisse des dividendes, des rémunérations, etc. Le sujet n'est pas de mettre des contreparties, le sujet n'est pas, je voyais la déclaration de Laurent Berger hier dans Le Monde, qui voulait dire il faut augmenter les impôts immédiatement, etc. C'est trop facile. Le sujet, c'est de redémarrer les choses, qu'il n'y ait pas trop de chômeurs, qu'il n'y ait pas trop de misère, qu'il n'y ait pas trop de conflits. La priorité, c'est absolument ça. C'est pas de régler des comptes, c'est pas de demander de peser au trébuchet ce qu'on va demander aux uns et aux autres. Ça viendra peut-être plus tard, mais la priorité des semaines qui viennent, c'est que le pays se remette en marche. Parce que, quand même, tous les discours sur la décroissance, et je pense qu'on va regretter assez vite. Vous savez, il y a une plaisanterie de journaliste, je crois belge, qui dit en France c'est formidable, il y a maintenant beaucoup plus d'idées pour le monde d'après qu'il n'y a de victimes du Covid. C'est vrai qu'on est un peu les champions français des grandes déclarations sur le monde d'après. Puis généralement, nous disons tous, plus rien ne sera comme avant. Je rappelle juste que le monde d'avant, c'est au mois de février. C'est pas... Alors justement, c'est l'introduction pour une très bonne transition pour notre dernière partie. Il nous reste 10 minutes sur cette dernière partie pour garder 15 minutes pour les questions. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pris au fur et à mesure certaines questions, donc n'hésitez pas à en rajouter. Donc la dernière partie, c'est l'arbitrage entre économie et écologie. On vient de parler du monde d'après. C'est une vraie problématique autour du déconfinement. Il y a déjà eu des questions là-dessus, en particulier qui disent est-ce que le tout numérique avec la consommation des vidéos est si écologique que ça, puisqu'on sait que ça consomme énormément d'électricité. Est-ce que l'arbitrage entre économie et écologie est une question du monde d'après à la méthode française, ou est-ce que c'est une vraie problématique mondiale que tu sens? Il y a une dizaine de pays européens qui ont demandé l'abandon de la Green New Deal. On a entendu au début de la crise que la présidente disait qu'elle le maintenait. Au contraire, le confinement tend à populariser à l'inverse des idées décroissantes. Hein, on a tous entendu les petits oiseaux quand les voitures ne circulaient plus. On a tous repéré des canards sur les trottoirs. Donc, quelles sont les conditions pour ne pas retomber dans ce qui se faisait avant, mais en pire? Y a-t-il pas un risque de retour? Quels sont les secteurs impactés? Tu as évidemment parlé tout à l'heure de la question des transports. Voilà, quel regard un économiste chrétien peut avoir sur ce sujet? Écoute Jean-Luc, l'arbitrage entre économie et écologie, en fait, tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est qu'il ne soit pas un arbitrage. C'est comment l'économie peut-elle changer, et elle le doit évidemment, pour que la contrainte écologique soit intégrée. Alors là, je suis assez classique là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas de la décroissance, c'est changer le contenu de la croissance, changer le contenu des emplois. Il n'y a aucun doute que le nombre, et on le verra peut-être dès cet été, parce que je crois que le printemps est déjà assez chaud, et il y aura plus de victimes du réchauffement climatique, sans aucun doute, et notamment dans les pays émergents,
ou du Sud, ou en Afrique, que de victimes du Covid. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Donc ça reste un enjeu absolument central et il ne faut pas mettre le couvercle dessus. Est-ce que ça peut être un moment, ce qu'on appelle un moment, ce virus peut-être un moment hamiltonien, comme on dit, Hamilton, secrétaire au Trésor américain, qui, juste après la guerre d'indépendance aux États-Unis, avait fait une sorte de choc salutaire en disant, bon, c'est le moment, on crée une union fédérale économique aux États-Unis. Est-ce que c'est un moment qui va nous permettre de basculer? Live streaming has stopped. Ah, est-ce qu'on m'entend encore? Parce que on me dit que le live streaming est... Oui, il y a eu pas... Oui, non, c'est bon. C'est bon. Et donc, si l'aide, par exemple au secteur automobile, une aide massive pour inciter à aller beaucoup plus vite sur le changement et aider les constructeurs, les consommateurs et les constructeurs à basculer vers une économie décarbonée ou une circulation décarbonée, il faut acheter, il faut y aller. Et il ne faut absolument pas hésiter. La France s'est donné comme objectif de supprimer les moteurs thermiques en 2040. 2040, ça paraît très très loin. Certaines villes en Europe, dans le nord de l'Europe, ont fixé ça à 2030. Ce serait sans doute plus raisonnable si les constructeurs automobiles peuvent faire ce genre de choses. Donc s'il y a des leviers, c'est le moment d'agir. C'est vrai qu'on a constaté qu'on pouvait... c'est un peu le discours qu'on entend chez les décroissants, de dire l'économie peut vivre avec 15% ou 20% d'électricité en moins. Mais comment vivons-nous? On vit sur les besoins essentiels. On va tous apprendre, Marie-Noël a utilisé l'expression au début, une économie dégradée. C'est-à-dire, comme on dit qu'un ordinateur est en mode dégradé, nous allons apprendre les semaines qui viennent, mois qui viennent, à vivre en économie dégradée. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'un chantier de travaux publics, un chantier de travaux publics, il fait rouler les équipes à des heures différentes, faire venir les équipes dans des bus avec des espacements, donc ça va coûter plus cher. Donc qui va prendre ça en charge? La partition du coût, on va tous apprendre ce genre de choses. Nous faisons aux Échos un journal à 100% en télétravail. Il n'y a personne dans l'immeuble des Échos, dans le 15e arrondissement, l'immeuble des Échos et du Parisien, il n'y a personne. Je fais la radio depuis 2 mois de chez moi. La qualité, je pense, est moins bonne. Mais on s'habitue à ça et on rebâtira autre chose. Donc, c'est une occasion, c'est un momentum. Mais les illusions sur le monde d'après sera totalement différent. Et en tout cas, c'est le retour des petits oiseaux et une sorte de frugalité imposée. Là, je n'y crois pas et je ne le souhaite pas. Parce que autant je suis favorable et je pousse, et ça m'intéresse à titre personnel et spirituel, la frugalité, la sobriété individuelle, autant la sobriété imposée, c'est un privilège de riches. C'est un privilège de ceux qui ont les moyens d'être sobres et frugaux, et donc je m'en méfie comme de la peste. Mais que collectivement, nous arrivions à changer les comportements, et que cette crise-là soit l'occasion de faire ça, ça c'est très probable. Mais je me méfie des injonctions qui sont mal ressenties sur le terrain. Vous savez, les injonctions, il y a eu l'injonction sur la mondialisation qui devait être heureuse, et elle l'a été en partie, mais plutôt pour les pays du Sud, elle l'a été pour notre pouvoir d'achat et pour les pays du Sud, mais les idées d'en haut ne collent pas forcément aux idées d'en bas. La désindustrialisation française est quand même quelque chose qui est regrettable. Alors justement, en termes d'écologie intégrale, donc on parle beaucoup de biens communs. Comment va se traiter le sujet des relocalisations? Est-ce que donc le raccourcissement des transports, enfin la limitation de la partie transport et des approvisionnements, comment on va raccourcir ces approvisionnements? Quel impact des rapatriements sur l'équilibre économique des pays émergents? Puisque, comme tu viens de le dire, la mondialisation a profité aux pays du Sud et aux pays asiatiques. Il y aura des relocalisations dans la chaîne pharmaceutique. Je pense que ça pousse toutes les entreprises, mais c'est pas nouveau parce qu'on l'avait déjà vu au moment de Fukushima, à raccourcir un peu les chaînes de valeur et en tout cas, plus encore, à arrêter le zéro stock. Je pense que ce qui a montré les différentes crises ces dernières années, c'est que le zéro stock était vraiment très dangereux. La longueur des chaînes
sera peut-être revu, mais j'en suis moins sûr. Des relocalisations, il y en a un petit peu, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Si on relocalise la fabrication on parle des masques, mais je pense que le problème des masques, c'est oui que nous n'avons pas 3M qui avait son hub en France alors qu'il l'avait en Allemagne, et les Allemands n'ont eu aucun problème de masques pour cette raison, parce qu'il y avait des fabricants américains qui étaient installés là-bas. Mais le problème des masques, c'est un problème de sourcing. Un problème de sourcing de l'État, qui ne savait pas sourcer. Moi, j'ai vu des gens de la cellule masque de la santé qui cherchaient sur Google le nom de fournisseurs de masques et fabricants de masques en Chine. Alors que beaucoup d'entreprises étaient capables, parce que vous avez des réseaux en permanence, parce que des grands groupes connaissent très, très bien la façon dont la Chine fonctionne, étaient capables en 3 coups de fil de trouver des masques. Et donc, problème d'organisation de l'État. Donc, la pharmacie, oui, relocalisation. Dans les autres secteurs, je pense qu'il y aura d'autres, le zéro stock et un raccourcissement des chaînes de valeur, mais pas si fort que ça. Bon, ben merci Dominique d'avoir passé ces trois arbitrages. Donc, je vais maintenant reprendre les questions qui sont arrivées sur le chat. J'ai une question quand même qui est venue, qui a été abordée par le Premier ministre il y a peu de temps, mais et tu as dit toi-même que le gouvernement avait fait le job, mais quand tu regardes comment ont fait les autres pays, et particulièrement les autres pays européens, dont on peut imaginer qu'ils ont eu la crise et l'épidémie à peu près en même temps que nous, est-ce que tout le problème venait du départ, ou est-ce que tu trouves que d'autres pays qui ont fait des choix différents de non-confinement, comme les Pays-Bas, non-confinement imposé, cela se montrera meilleur, ou tu penses que finalement la France en est pas si mal tirée? Honnêtement, je suis pas, je peux donner vraiment des choses, alors ça va être café du commerce, donc je suis pas, moi ce qui me semble, c'est que c'est que quand on regarde le bilan entre les 3 grands pays du sud de l'Europe, Espagne, Italie, France, les bilans sont comparables, mais la France, pour l'instant, s'en tire mieux si on regarde strictement le nombre de morts et de décès. Et il semble que les statistiques soient mieux tenues ici en France qu'en Italie et en Espagne, et manifestement au Royaume-Uni. Donc, à la fin, le bilan sera peut-être pas si épouvantable ou désastreux comparativement pour la France. Modulo le fait que, évidemment, avec l'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne a eu un peu plus de temps. C'est un rassemblement évangélique à Mulhouse qui a changé la donne. Les clusters précédents avaient été contrôlés par du testing. On l'a oublié, ça. Les tests avaient réussi à enrayer plus ou moins l'Oise et les contamines. Mulhouse, qui est arrivé 3 jours, qui est resté dans le brouillard, où il était invisible pendant 3 jours, a changé manifestement la donne. Alors on peut refaire l'histoire éternellement de cette histoire de masques et de tests, honnêtement, ça dépasse ma... Enfin, je n'ai pas de plus-value particulière là-dessus. Nous avons un comportement de groupe qui est différent des pays asiatiques, sans aucun doute, notamment de la Corée. À mon avis, le seul exemple, il y a 2 exemples, c'est la Corée et Taïwan. La Chine, je ne connais pas le bilan, on ne connaît pas le bilan réel. Donc voilà. Taïwan, sont des démocraties, donc Jean-Luc, Dominique, il y a des questions qui reviennent à propos du télétravail. Oui, je te passe la parole juste après, Jean-François. Des positions qui reviennent, plusieurs questions qui reviennent à propos du télétravail, en disant en particulier que c'est un chemin vers la robotisation. Tu parlais, toi, de mode dégradé de travail. Est-ce que tu considères que le télétravail fait partie d'un mode dégradé temporaire et que l'on peut en bénéficier aujourd'hui parce qu'on capitalise sur les anciennes relations, sur l'ancien réseau qui existait au sein des entreprises et qui permet donc de travailler à distance? Ou est-ce que tu penses que c'est au contraire quelque chose qui va évoluer et qu'on va adopter définitivement? Alors que les gens y voient une robotisation, un chemin vers la robotisation.
Sur le télétravail, je redis que je pense que on a fait un grand pas en arrière. On fera en avant, on fera pas en arrière, mais ce sera pas évidemment aussi présent pendant ces 8 semaines. Je pense que des 2 jours en télétravail, 3 jours sur site vont se développer et des accords étaient en route dans beaucoup d'entreprises. Alors pourquoi la robotisation? Je vois pas trop quel est le lien avec la robotisation. Quelque chose m'échappe. Ouais, la distance, le fait que ça soit l'image et plus le contact physique, probablement, c'est ça. Oui, non, mais l'idée de passer 2 jours et d'aller en réunion régulièrement, ça apparaîtra assez satisfaisant. Mais encore une fois, ça ne peut concerner, je ne sais pas quel pourcentage de la population des travailleurs, enfin des salariés, de l'emploi, ça peut concerner. C'est pas la majorité des emplois. On est très, alors nous sommes tous en région parisienne là, mais nous sommes en emploi de service pour beaucoup. Ça n'est évidemment pas valable dans l'industrie, l'agriculture et donc et une partie du tertiaire de proximité. Donc le télétravail est un privilège. Faut pas oublier, quand on en parle beaucoup, ça reste un privilège. Merci. Jean-François, ta question. Oui, puisqu'on a la chance d'avoir Dominique avec nous, et que nous, on est quand même plutôt PME, Dominique, et dirigeant de PME, j'ai entendu 2-3 points qui viennent plutôt pour moi du monde des grands groupes dans tes remarques. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de séparation dans les PME. On vit pas du tout ce que tu expliques entre col blanc et col bleu, et qu'il y a une solidarité avec les cadres exceptionnelle, un sens de l'entreprise exceptionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les services de l'État, pour nous PME, dirigeants de PME, ont été incroyables. L'URSSAF, je voudrais te dire, la Directe, les banques, la BPI. Moi, j'ai jamais vu l'administration française comme ça. Il n'y en a qu'une, et c'est ma question. Et s'il pouvait y avoir un zoom des échos là-dessus, qui a pas basculé dans l'efficacité, c'est l'inspection du travail. On comprend très bien qu'il faut qu'on fasse gaffe. On est responsable, mandataires sociaux, comme dirigeants. Et je dis juste qu'il faut faire un zoom sur l'inspection du travail qui n'a rien compris et qui nous fait passer un temps formidable au lieu de s'occuper des gens. Donc je dis ça. Maintenant, ma question à Dominique, c'est nous on constate chez les jeunes une quête de sens qu'il y avait avant le Covid, qui aura encore plus. Est-ce que on va pas avoir simplement une accélération de la RSE dans nos entreprises, PME et grands groupes, de par non pas par des directives, mais par la demande de sens de nos salariés? Alors sur l'inspection du travail, je vous raconte juste cette anecdote, c'est Patrick Pouyanné Total qui dit que les inspecteurs du travail lui ont demandé à ses services si la distribution d'essence ne pouvait pas se faire en télétravail. Vous voyez quand même qu'il y a du chemin quand même. Hein. Sur les services de l'État, je suis ravi de voir que mon sentiment est juste. J'ai envie de dire autre chose quand même. Alors évidemment, c'est le journaliste des Échos qui dit ça, mais je pense que globalement, les entreprises ont été formidables. C'est-à-dire, alors, tous les corps sociaux dans cette affaire-là, les entreprises ont été topissimes. C'est-à-dire partout, tout le monde s'est quand même s'est débrouillé, alors on va dire les choses comme ça, s'est débrouillé pour inventer des solutions nouvelles, pour proposer aux collaborateurs et on peut rendre hommage au service de l'État peut-être parce que ça nous surprend plus, mais en tout cas les entreprises ont fait un boulot formidable. Et du coup, pourquoi tu as parlé de col blanc, col bleu? Pourquoi tu as parlé de séparation col blanc, col bleu? Parce que je pense que ce qu'on a vu, la population des 5 millions de personnes qui étaient en télétravail et celles qui conduisaient les camions poubelles et qui étaient caissiers, caissières dans les hypermarchés, c'est pas la même. Et je pense que certains étaient plus en danger que d'autres. Et donc, dans certaines entreprises, prenons un groupe de grande distribution, si les cadres continuent à rester en télétravail comme ils l'ont été pour partie, c'était normal, parce que c'était une protection sanitaire maximale, mais qu'il y a ceux de la frontline qui sont dans les entrepôts, il faut faire attention à ça, c'est une évidence. Hein.
Donc, à mon avis, un point de vigilance. Quête de sens, oui, il n'y a absolument aucun doute que... Alors, est-ce que ça va l'accélérer? Je pense que c'était déjà très très fort hein, dans les entreprises. Le fait que les banques n'arrivent plus à embaucher de jeunes diplômés, et enfin, ont plus de difficultés à embaucher des jeunes diplômés, est un problème qui était avant et qui va continuer. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les banques sont obligées d'aller plus vite qu'elles le souhaitaient sans doute sur la raison d'être. Ça, c'est plus ou moins sérieux, mais les investissements responsables, le verdissement et autres. Non, la pression va être très forte, et la pression qui va rester, c'est celle sur le climat. Voilà, le virus va passer, on l'espère. Dominique, je vais reprendre les questions qui viennent le long, et en particulier, il nous reste donc 7-8 minutes, en particulier une question sur qu'est-ce qu'on va faire de tous les chômeurs des secteurs extrêmement impactés et qui vont mettre beaucoup de temps à revenir. Tu as mentionné peut-être l'automobile, l'aéronautique, mais il y a aussi le monde des spectacles. On ne va pas revenir et dépenser de nouveau ou 2 fois plus d'argent dans les spectacles. Il y a tout le monde évidemment des commerces, un certain nombre de petits commerçants qui auront mis la clé sous le paillasson et les consolidations prendront du temps. Est-ce que tu vois une possibilité qu'un certain nombre de personnes reviennent vers l'agriculture? Parce qu'on a vu que le chômage partiel et la libération d'énergie a permis aux agriculteurs, quand même, français, de résoudre une partie de leur problématique d'absence de main-d'œuvre saisonnière venant de l'étranger. Est-ce que tu penses qu'une partie vont revenir vers l'agriculture et que, dans le cadre des schémas courts d'approvisionnement, l'agriculture française sera plus présente avec les personnes qui accepteront donc de payer plus cher comme ils le font aujourd'hui? D'une manière générale, j'ai le sentiment j'ai la certitude que la part du budget de l'alimentation dans le budget des ménages a beaucoup trop baissé depuis 25 ans. Il y a 2 courbes qui sont croisées. Il y a la courbe dans le budget des ménages consacrée au logement, consacrée à l'alimentation. C'était 30. L'alimentation s'est passée de 30 à 15 en 30 ans et le logement est passé de 15 à 30. Et les courbes se sont croisées. Mais attention, on ne peut pas demander une chose et son contraire. Si on veut plus de redistribution, il va falloir accepter que les prix augmentent et donc les budgets soient réalloués. Et donc, évidemment, c'est des questions de pouvoir d'achat qui ne se poseront pas pour nous, mais qui se poseront pour tous ceux qui sont évidemment dans des situations financières plus compliquées. On doit s'attendre à une augmentation assez massive du chômage. Vous avez vu 250 000 chômeurs sur la seule 2e quinzaine de mars. Donc c'est considérable. Ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que la France commence à s'approcher d'un plancher, il y a quelque chose qui repart. Mi-2007, elle était au plus bas depuis 30 ans en taux de chômage, et paf, la crise de 2008. Là, la tendance était bonne. Il y avait le mix d'une politique de l'offre qui avait bien fonctionné, d'une reprise économique et d'une modification des règles d'indemnisation. Le chômage allait s'approcher des 7-5% et paf, on repart. Nous sommes vraiment damnés sur la question du chômage. Mais oui, ça va être compliqué. Il est possible qu'un certain nombre d'entreprises se disent au nom du sanitaire, ce sont les plus âgés qui vont faire les frais des politiques d'emploi. Mais on s'attend à beaucoup de plans sociaux. Une autre question donc qui vient du fil des questions, c'est le régime d'activité partielle spécifique qui est prévu à ce jour. Est-ce que vous le voyez courir jusqu'à la fin de l'année? Comment est-ce qu'il doit être, à quel moment, un préavis pour un retour à un régime normal? Alors, le gouvernement a déjà dit qu'il baisserait les taux à partir de remboursement à partir du 1er juin. Alors, c'est surtout pour l'instant un signal politique qui est envoyé. Ça continuera naturellement jusqu'à l'été pour les HCR, pour les hôtels, cafés, restaurants et pour le tourisme. Il n'y a aucun doute là-dessus. On m'a dit que ça allait continuer jusqu'à la fin de l'année pour les boîtes de nuit.
Bon, est-ce que dans l'automobile, ça va être négocié secteur par secteur? Là, c'est une règle générale et ça va se négocier par secteur par secteur. À un moment, il va falloir quand même refermer refermer le portefeuille. La difficulté, c'est que tout le monde, c'est un petit peu le hors-sol ou l'anesthésie que nous avons vécu ces dernières semaines, tout le monde considérant qu'il y a de l'argent sous le tapis et que la Banque Centrale Européenne peut imprimer des billets. La pression sera faible je ne vois pas d'où viendra la pression pour redresser les comptes et pour pas raser gratis éternellement, d'autant plus que le président de la République va être en campagne et donc il ne va pas refermer tellement les guichets. Donc, en conclusion, les guichets vont rester ouverts assez longtemps. Oui, tu as parlé tout à l'heure, Dominique, de la remarque de M. Bernard Delable, là, sur le fait qu'il y avait un tamis, qu'on allait repérer des choses très bien. Hier, il y avait une assemblée générale de l'air liquide qui a été un peu au cœur pour produire des nouveaux respirateurs et qui a fait une union d'entreprises avec 4 entreprises, Valeo, PSA, Schneider et puis l'air liquide, pour produire très rapidement des respirateurs. Du coup, quand ils vont arriver, j'espère qu'on n'en aura plus autant besoin, mais puisque une partie, ça servira toujours. Est-ce que cet exemple-là de choses qui sortent du cadre, le journal des Échos les met en valeur, en fera un peu une histoire, comme quelquefois il y a des épisodes, des séries, vous mettez tel ou tel exemple, quelle va être la ligne éditoriale ultérieure des Échos sur le retour de cette crise? En tout cas, vous me donnez, alors, sur 2 questions différentes, vous me donnez une idée pour une série d'été, effectivement, sur ces partenariats un petit peu originaux et nouveaux. Il y en a un autre, d'ailleurs, qui est assez incroyable, c'est entre Google et Apple pour une appli de tracing des malades du Covid, que les 2 ennemis travaillent ensemble, c'est assez étonnant. Bon, en termes de chiffre d'affaires et d'activité, je crois que c'est très marginal quand même pour chacun de tous ces groupes. Hein. C'est plus qu'une opération, c'est une réalité, mais ça reste un peu marginal. Je crois que l'économie va reprendre quand même sa norme de la concurrence. Mais, encore une fois, des choses nouvelles se sont passées. Voilà, des choses nouvelles. C'est à la fois très négatif et très difficile tout ça, parce que la France a quand même, et notamment les entreprises, ont quand même enquillé les gilets jaunes, la réforme des retraites, les grèves et la mise sous cloche pendant 2 mois. Mais ce sont, d'une certaine manière, en fait, vous avez vécu, entreprise, peut-être ces coopérations, ce qu'ont vécu les gilets jaunes sur les ronds-points. Ah, c'est-à-dire, on découvre des solidarités nouvelles. Voilà. Peut-être que des choses qui dureront. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher sur le site des Échos ce papier de Bernard Sananès. Vraiment, il est très bien parce que je pense qu'un certain nombre de vous peuvent tout à fait se retrouver là-dedans. Et alors, justement, pour rebondir sur les solidarités nouvelles, la question, est-ce que vous, puisqu'on est entre chrétiens, est-ce que vous pensez que ces échanges ont permis d'aller chercher des gens qui pouvaient être sur le parvis et qu'il va s'en sortir un élan missionnaire ou un résultat missionnaire? Je pense que... Est-ce que vous l'avez entendu, par exemple, dans vos conversations? Est-ce que c'est arrivé, par exemple? Non, ça n'est pas arrivé, mais on a tous entendu l'envie de retrouver l'essentiel, de quête de sens, de faire un équilibre peut-être individuel différent entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et l'idée, je pense que chacun d'entre nous, au minimum, a réfléchi sur la vie, la mort, qui doit-on protéger? Et je pense que beaucoup d'entre nous se sont posé la question, se sont dit, au fond, mes parents, mes grands-parents, etc., qui sont dans maison de retraite peut-être, pourquoi sont-ils là et pas plus avec moi? Est-ce que chacun a pu être envoyé à des questions importantes? Merci beaucoup. Alors, l'heure est arrivée. Est-ce que Marie-Noël peut reprendre le fil pour la conclusion?
Oh, ok. Non, mais en fait, bon, la conclusion, c'était surtout de redonner à Dominique peut-être la parole sur 3 conseils pour bien gérer ce redémarrage, qui est quand même une question cruciale pour nos entrepreneurs qui redémarrent le 11 mai. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. 3 conseils. Je dirais, oui, alors dans l'ordre. Attention aux plus de 60 ans dans les entreprises. Attention particulière parce que c'est souvent les personnes qui en emploi sont en difficulté et qui sur le plan sanitaire peuvent être inquiets, et donc il y a dans la reprise qui va être pour un certain nombre d'entre nous quand même, ça va être back to basis ou plutôt retour back to normal. Attention aux plus de 60 ans, peut-être aussi attention aux sous-traitants, et comment tous pouvons-nous garder un souci qu'on a manifesté pendant ce moment-là, un souci d'unité et d'unification de chacun de nous plutôt que de division. La France a à la fois montré de l'unité mais beaucoup de division, et on voit que la politique reprend ses droits. Sur les réseaux sociaux, c'est quand même terrible. Comment est-ce qu'on peut faire durer l'unité, l'unification plutôt que la division? Ça me paraît un défi assez compliqué, mais bon, voilà, pourquoi pas. Voilà. Puis peut-être une dernière question aussi, je ne sais pas si vous avez été sur ce sujet, mais on voit qu'il y a même un certain nombre, le Green New Deal qui est en train d'être mis en cause par un certain nombre de pays européens, et peut-être certaines entreprises ont tendance à avoir envie de lâcher la dimension environnementale et tout le travail qui a été fait depuis une quinzaine d'années vers ce sens. Voilà, peut-être un petit mot là-dessus sur l'importance de laisser comme priorité aussi des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Il faut encore énormément travailler. Je crois que cette envie des secteurs économiques qui veulent abandonner une Green New Deal, ça va faire long feu. C'est déjà abandonné. Je crois que la Commission européenne et le gouvernement français, pour leur part, ont déjà dit qu'il n'en était pas question. Et les constructeurs automobiles qui étaient tentés d'oublier ça, c'est terminé. Je pense qu'ils ont compris que c'était pas la peine d'essayer. Donc ça, c'est plutôt positif. Non, mais pour conclure, pour ma part, vraiment peut-être le dernier mot, c'est que la France a manifestement une difficulté pour être positif, nous avons du mal à être positif. Et peut-être que ce moment-là, alors des entrepreneurs sont par définition positifs. C'est ce qui est très intéressant quand on est journaliste, voir des gens positifs. Mais comment faire pour que ressorte l'envie que les choses aillent mieux, et ne pas voir seulement ce qui va pas, mais voir ce qui va bien, parce qu'il y a quand même des choses qui vont bien, et dans cette crise, il s'en est vu. Voilà peut-être le point de conclusion. Oui, c'est un regard d'espérance que tu nous donnes. Alors, en tant que journaliste, on n'est pas porté au positif et à l'optimisme. Hein. Moi, j'ai une règle de journaliste, c'est je me fixe 2 principes, c'est donner du sens au bruit et faire du bruit uniquement avec ce qui a du sens. Mais c'est pas évident. C'est-à-dire essayer de repérer ce qui a vraiment du sens, ce qui est important dans le médiatique. Mais ouais. ne parler que de ça, mais c'est pas évident. Voilà, merci beaucoup à vous en tout cas. Un grand merci Dominique. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, un retour vous sera envoyé à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin.